Pendant longtemps, j'ai affirmé aimer enseigner. La vérité, c'est que ce n'était pas vraiment le cas. Cette phrase sonnait simplement mieux que d'admettre que ce métier servait surtout à remplir mes journées, à m'occuper l'esprit. Aux yeux de mes collègues, tout semblait en ordre dans ma vie. Ils ignoraient que je restais souvent seul dans ma salle après les cours, faisant semblant de corriger des copies, uniquement pour retarder le moment de rentrer dans un appartement vide, froid, qui ressemblait plus à une cellule qu'à un foyer. Les gens voient ce qui les rassure. Je ne les ai jamais contredits. Ce lundi-là commença comme tant d'autres. La pluie glissait lentement sur les vitres, un crachin régulier qui plongeait tout le bâtiment dans une sorte de torpeur. Les élèves entrèrent, un à un, traînant les pieds, marmonnant entre eux. Les manteaux dégoulinaient d'eau, les baskets grinçaient sur le sol lisse. Je n'avais pas l'énergie pour quelque chose de compliqué. Alors j'ai proposé un exercice simple pour démarrer la journée. Dessinez un personnage sur lequel vous aimeriez écrire ce trimestre. Peu importe qui. Un personnage inventé, issu d'une histoire, de votre imagination. 10 minutes. Les crayons se mirent à frotter le papier. Certains élèves se chamaillèrent pour des feutres de couleur. Un garçon tenta de dessiner un dragon si gigantesque qu'il débordait de la feuille. Un chaos ordinaire, presque réconfortant. Puis, mon regard se posa sur le fond de la classe. Joel Watkins était penché sur son bureau, les épaules tendues, la langue légèrement coincée entre ses dents, concentré comme s'il jouait quelque chose d'important. C'était un enfant discret, du genre à s'excuser même quand il n'avait rien fait. Je m'attendais à un dessin doux, une mascotte, un animal, quelque chose d'inoffensif. Quand il poussa sa feuille vers le bord de son bureau, presque timidement, mon cœur se serra. Ce visage. Ce n'était pas un personnage imaginaire. Il y avait quelque chose de terriblement familier. Les grands yeux bruns, les cheveux tombant de manière irrégulière sur le front, et surtout cette petite marque sombre sur la pommette droite, un grain de beauté que Caleb avait passé des années à essayer de dissimuler sur les photos. Caleb était mon petit frère. Nous nous disputions comme tous les frères, mais je me suis toujours dit que je veillais sur lui. Cette nuit-là, dans les bois, ce n'était qu'une dispute de plus, une de celles qui vont trop loin. Un souvenir que j'ai rejoué tant de fois qu'il en a perdu ses contours. Et c'est ce soir-là que je l'ai vu pour la dernière fois. 20 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais revu le visage de mon frère. Et pourtant, il était là, esquissé au crayon sur une feuille banale par un enfant qui n'était même pas né au moment de sa disparition. Je me suis forcé à parler, à garder une voix neutre. Intéressant, c'est qui ? Joël hésita. Son crayon resta suspendu au-dessus du dessin, puis il écrivit un titre en lettres maladroites juste au-dessus de la tête. « Le garçon dans les feuilles ». Un frisson me remonta le long de la nuque. « D'où est venue cette idée ?» demandai-je. Il leva les yeux vers moi, sincère, comme si la réponse allait de soi. Il m'a dit de le dessiner, pour que vous le voyiez. À cet instant précis, la pluie sembla frapper plus fort contre les fenêtres. La classe me parut plus croide, et les souvenirs de mon frère que j'avais enterrés depuis des années semblèrent bouger, comme si quelque chose sous la surface venait de se réveiller. Le reste de la journée, je me suis acharné à me convaincre que tout cela ne signifiait rien. Les enfants dessinent des choses étranges, ils se copient, ils absorbent des bribes de conversation qu'ils ne devraient même pas entendre. Croire à une simple coïncidence était infiniment plus rassurant que d'effleurer l'idée d'une intention réelle derrière tout ça. Le lendemain matin, j'avais déjà érigé une petite barrière mentale bien propre autour de l'incident. Un dessin n'est pas un présage, c'était juste un dessin. Puis vinrent les rédactions libres. Je les corrigeais pendant un moment de lecture silencieuse quand je tombais sur le texte d'une élève qui, d'ordinaire, n'écrivait que des histoires de princesses et de poneys. Cette fois, elle décrivait un garçon debout sous les arbres, souriant de travers, laissant apparaître une incisive légèrement cassée. Mon estomac se noua. Caleb s'était fêlé une dent de devant en tombant de son vélo à 7 ans. Je mis la feuille de côté et attrapai la suivante. Encore un garçon.
Cette fois, l'élève parlait de sa façon de rire, comme s'il manquait toujours un peu d'air. Caleb sifflait quand il riait trop fort. Troisième devoir. Un enfant marchant bizarrement comme s'il avait un caillou dans la chaussure. La jambe gauche de Caleb était légèrement plus courte que l'autre. Personne ne le remarquait. Personne, sauf nous. Mon cœur battait plus vite. Mais la première émotion qui me submergea ne fut pas la peur. C'était la colère. Une irritation sèche, brûlante. Quelqu'un se jouait de moi, forcément. Un élève plus âgé, un frère ou une sœur racontant des histoires malsaines à la maison. Les enfants pouvaient être cruels sans même s'en rendre compte. Et parfois, leurs parents l'étaient encore plus. Sous cette colère se cachait une autre sensation, plus ancienne, plus familière. La honte. Cette voix intérieure qui murmurait que je réagissais de manière excessive, que je faisais tout un drame pour rien, que cela ne devrait plus m'atteindre, pas après tant d'années. Quand le temps de lecture silencieuse prit fin, je refermai la pile de copies et m'adressai à la classe d'un ton que je voulais léger. « Vos histoires. Beaucoup d'entre vous semblent avoir choisi le même personnage cette semaine. Est-ce que vous en avez parlé entre vous ?» Ils secouèrent tous la tête. Certains échangèrent des regards perplexes. « Personne ne nous l'a dit, » répondit une fille. « On l'a juste vu, » ajouta un autre. « Vu ?» Ma poitrine se contracta. « Vu où ?» demandai-je, essayant de rester naturel. « Dans nos rêves, » répondit un élève. « C'était le même garçon, » précisa un troisième, comme s'il expliquait une évidence. J'avalai ma salive. « D'accord, mais pourquoi lui? Pourquoi ce visage ?» Le silence tomba lourdement sur la salle. Puis, un petit garçon au premier rang, nerveux, qui mâchouillait toujours les manches de son pull, leva timidement la main, avant de la baisser. Je l'encourageai doucement à parler. Sa voix tremblait. « Il m'a dit qu'il était ton frère, mais qu'il est différent maintenant. » Il hésita, les yeux fixés sur le sale. « Il veut que tu le retrouves. » La classe sembla retenir son souffle. Je forçai un sourire crispé, marmonnais quelque chose à propos d'imagination collective et de thèmes récurrents, puis je les envoyai en récréation. Mais mon esprit, lui, s'était déjà mis en mouvement. Des engrains rouillés tournaient à nouveau après des années d'immobilité. Ça ne pouvait pas continuer. Si quelqu'un manipulait ses enfants avec une histoire liée à ma famille, je devais le découvrir, et si ce n'était pas le cas, alors je n'étais peut-être déjà plus en contrôle de la situation. Une pensée plus froide, plus sombre s'imposa à moi. Et si tout cela avait déjà dépassé un point de non-retour? Je n'avais pas envie d'aller chez ma mère. Je ne l'avais jamais vraiment. Être là-bas signifiait frôler des souvenirs que j'avais passé des années à lisser, à rendre supportables. Mais après les dessins, après les rêves, je n'ai pas réussi à m'en empêcher. Le trajet me parut interminable. Elle vivait à 20 minutes à peine, mais chaque kilomètre s'étirait, tandis que mon esprit s'emballait. Quand je me garais devant la maison, elle me paraissait plus petite que dans mon souvenir. Ou peut-être avais-je grandi pendant qu'elle restait figée dans son chagrin. Elle ouvrit la porte avant même que je frappe. Elle faisait toujours ça, comme si elle passait ses journées à espérer quelqu'un qui ne reviendrait plus. « Evan », dit-elle, avec un sourire trop serré pour atteindre ses yeux. Les rides avaient creusé son visage depuis ma dernière visite. Le deuil avait fini par faire partie de ses traits. Nous avons échangé les politesses habituelles, des phrases mécaniques, sans poids, sans chaleur. Comme toujours, nous évitions soigneusement la vraie raison de ma présence. Et comme toujours, la conversation s'épuisa rapidement, laissant derrière elle un silence trop lourd pour être ignoré. Alors elle tourna les talons et s'engagea dans le couloir. Je la suivis, sans un mot. La chambre de Caleb était restée intacte, exactement comme elle l'avait laissée la semaine de sa disparition. Les posters avaient pâli sous l'effet du soleil. Les trophées n'avaient pas bougé d'1 millimètre. Le lit était parfaitement fait, comme s'il pouvait rentrer d'un instant à l'autre et s'y glisser sans déranger quoi que ce soit. Je restai sur le seuil, un nœud serré dans la poitrine.
Une part de moi s'attendait presque à découvrir quelque chose d'anormal, un détail déplacé, un signe que ce qui me hantait à l'école avait aussi trouvé son chemin jusqu'ici. Mais la pièce était figée dans le temps. Ça aurait dû me rassurer. Au lieu de ça, je ressentis une étrange déception. Une honte sourde m'envahit aussitôt. Si quelque chose avait été déplacé, au moins j'aurais pu me dire que je ne perdais pas pied, qu'il y avait une cause extérieure, tangible. « Oh, quelque chose est arrivé » dit soudain ma mère. Elle se dirigea vers sa commode, ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Il n'y avait pas d'adresse, juste ça. À l'intérieur, un dessin. Un dessin au crayon, aux traits maladroits, enfantins. Caleb se tenait dans notre ancien jardin. Il souriait. Même coupe de cheveux inégale, même regard vif, cette façon bien à lui d'incliner légèrement la tête, comme s'il écoutait quelque chose que les autres n'entendaient pas. Ma gorge se serra. « C'est toi qui as envoyé ça ?» demanda-t-elle doucement. « Une sorte de pardon ?»« Non », murmurai-je sans quitter le dessin des yeux. Et soudain, tout s'aligna. Une semaine plus tôt, c'était exactement à ce moment-là que les élèves avaient commencé à parler de leurs rêves. Mais quelque chose clochait encore. Je fixais l'arrière-plan du dessin, la corde à linge, la clôture, la colline derrière. Puis, la réalisation me frappa de plein fouet. La pente était fausse. Dans le dessin, le terrain s'abaissait brusquement, formant une chute nette. Or, notre jardin n'avait jamais eu une telle inclinaison, pas comme ça. Mais cette pente, je la connaissais. C'était celle des bois, le talus. L'endroit exact de la nuit où Caleb avait disparu. Celui que pendant 20 ans, j'avais décrit comme banal, doux, sans danger. Sur le papier, en crayon de couleur, il apparaissait tel qu'il avait réellement été. Abrupt, traître, suffisant pour blesser gravement un enfant. Mon estomac se retourna. « Evan ?» demanda ma mère. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pliai rapidement le dessin avant qu'elle ne voie mon visage. Ceux qui dessinaient Caleb ne se souvenaient pas du passé. Ils se souvenaient de mon passé, du vrai, de celui que je n'avais jamais osé formuler à voix haute. Ils connaissaient l'endroit que j'avais passé 20 ans à prétendre inexistant. Le lendemain matin, le mince vernis de professionnalisme auquel je m'accrochais se désagrégea complètement. Je ne réfléchissais plus comme un enseignant, ni même comme un adulte responsable. Je voulais des réponses, et les seules personnes qui semblaient en avoir étaient des enfants de 12 ans qui auraient dû se préoccuper de leur place à la cantine, pas de la dernière nuit où mon frère était en vie. Je fis venir Joël en premier. Il entra dans la salle vide en traînant les pieds, plus petit que d'habitude, comme s'il savait que cette conversation n'aurait rien de normal. Je refermai la porte derrière lui. « Joël, » dis-je calmement, « j'ai besoin que tu me dises où tu as entendu parler de ce garçon, celui de ton dessin. » Il fixa ses chaussures, ses mains dissimulées dans les manches de son pull, ses jointures blanchies par la tension. « Il ne l'a pas dit ?» murmura-t-il enfin. « Il me l'a montré. » Je serrai la mâchoire. « Montrer comment ?» Un léger hochement de tête. « Dans un rêve. » Joël, c'est important que tu sois honnête. Si quelqu'un t'a parlé de mon frère, il sursauta avant même que je termine. Il n'aime pas quand vous posez des questions, chuchota-t-il. Un frisson glacé me traversa. Pourquoi ? Il veut que vous vous souveniez tout seul. Ma voix se fit plus sèche malgré moi. Te souvenir de quoi ? Joël secoua la tête paniqué. Il a dit que... Il a dit... Sa voix devint un fil fragile. Il a dit que vous étiez là, la nuit où il a changé. Mon ventre se vida. Personne ne savait que j'étais avec Caleb la nuit de sa disparition. Personne. Pendant 20 ans, j'avais raconté une version lisse, une version sûre. On s'était disputé la veille, je lui avais souhaité bonne nuit, je ne l'avais pas revu. Un mensonge propre, un mensonge confortable. Je n'avais jamais avoué que j'étais la dernière personne à l'avoir vu respirer. « Comment il peut savoir ça ?» soufflai-je. Joël ferma les yeux comme s'il craignait une punition. « Parce qu'il se souvient de vous, il se souvient de ce que vous avez fait,
mais il dit que vous vous souvenez mal. » Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux oreilles. Quelque chose ou quelqu'un utilisait ces enfants pour déterrer les mémoires que j'avais enfermées depuis 2 décennies. « A-t-il dit quelque chose d'autre ?» demandai-je d'une voix brisée. Joël hocha la tête tremblant. Il a dit qu'il venait aujourd'hui à l'école pour vous regarder enseigner. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Je le renvoyai rapidement, mais je ne réussissais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Chaque fois que je levais les yeux, il dérivait vers les fenêtres. À mesure que la matinée avançait, l'inquiétude se transforma en terreur. Finalement, je me levai et m'approchai de la vitre. Au-delà du terrain de football, là où la cour de l'école cédait la place aux premiers arbres, se tenait une silhouette. Petite, immobile, tournée vers le bâtiment. Vers moi. Même sans distinguer son visage, je sus avec une certitude profonde, viscérale, que c'était lui. Caleb. Je ne savais pas comment je pouvais en être certain. Je ne distinguais aucun trait précis à cette distance, seulement une forme figée à la lisière des arbres. Pourtant, cette certitude s'imposa à moi sans passer par la logique, comme une connaissance ancienne réveillée d'un coup. Puis, à l'heure du déjeuner, la silhouette avait disparu. Je restai longtemps au bord du terrain de sport, les yeux rivés vers la forêt, à moitié convaincu que tout cela n'avait été qu'une hallucination née de la fatigue et de la tension. Autour de moi, les autres enseignants discutaient sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Les élèves riaient, criaient, faisaient rebondir des ballons sur l'herbe humide. Tout semblait terriblement normal. Et pourtant, les arbres, ils avaient l'air attentifs, penchaient légèrement, comme s'ils écoutaient. Je me répétais que j'étais ridicule, que j'avais besoin de repos, mais malgré moi, mes pas me guidèrent vers l'endroit où j'avais vu la silhouette. Plus je m'en approchais, plus le monde semblait perdre son volume. Les voix d'enfants s'évanouirent, le vent se tut, même le bruissement des branches s'atténua. À la place, il y eut ce mouvement lent des feuilles au sol, une spirale discrète, comme si quelque chose venait tout juste de se glisser hors de vue. Ma gorge se serra. Je connaissais cette sensation, pas ce lieu précis, mais ce poids dans l'air, cette impression d'être observé. Les bois de mes souvenirs n'étaient jamais aussi denses, jamais aussi oppressants. Dans ma mémoire, ils paraissaient plus clairs, plus anodins. Les souvenirs simplifient toujours les choses, surtout quand ils servent à masquer une vérité. Une image de cette nuit-là me frappa soudain, vive et douloureuse. Caleb, le visage rougi par la colère, ses gestes agités, ses mots lancés trop fort, puis moi, tournant les talons, animé par une rancœur que je refusais encore de reconnaître. Je me revois m'éloigner, ses pas derrière les miens, mon propre agacement étouffant toute idée de revenir sur mes pas. Et ensuite, le vide. Pendant 20 ans, je m'étais accroché à des explications plus supportables. Il avait fugué, quelqu'un l'avait emmené, un accident était arrivé après mon départ, n'importe quoi, tant que ça me dispensait d'admettre la vérité la plus simple. Je l'avais laissé. Je ne savais pas comment je pouvais en être certain. Je ne distinguais aucun trait précis à cette distance, seulement une forme figée à la lisière des arbres. Pourtant, cette certitude s'imposa à moi sans passer par la logique, comme une connaissance ancienne réveillée d'un coup. Puis, à l'heure du déjeuner, la silhouette avait disparu. Je restai longtemps au bord du terrain de sport, les yeux rivés vers la forêt, à moitié convaincu que tout cela n'avait été qu'une hallucination née de la fatigue et de la tension. Autour de moi, les autres enseignants discutaient sans remarquer quoi que ce soit d'anormal. Les élèves riaient, criaient, faisaient rebondir des ballons sur l'herbe humide. Tout semblait terriblement normal. Et pourtant, les arbres, ils avaient l'air attentifs, penchaient légèrement comme s'ils écoutaient. Je me répétais que j'étais ridicule, que j'avais besoin de repos, mais malgré moi, mes pas me guidèrent vers l'endroit où j'avais vu la silhouette. Plus je m'en approchais, plus le monde semblait perdre son volume. Les voix d'enfants s'évanouirent, le vent se tut, même le bruissement des branches s'atténua. À la place,
Il y eut ce mouvement lent des feuilles au sol, une spirale discrète, comme si quelque chose venait tout juste de se glisser hors de vue. Ma gorge se serra. Je connaissais cette sensation, pas ce lieu précis, mais ce poids dans l'air, cette impression d'être observé. Les bois de mes souvenirs n'étaient jamais aussi denses, jamais aussi oppressants. Dans ma mémoire, ils paraissaient plus clairs, plus anodins. Les souvenirs simplifient toujours les choses, surtout quand ils servent à masquer une vérité. Une image de cette nuit-là me frappa soudain, vive et douloureuse. Caleb, le visage rougi par la colère, ses gestes agités, ses mots lancés trop fort, puis moi, tournant les talons, animé par une rancœur que je refusais encore de reconnaître. Je me revois m'éloigner, ses pas derrière les miens, mon propre agacement étouffant toute idée de revenir sur mes pas. Et ensuite, le vide. Pendant 20 ans, je m'étais accroché à des explications plus supportables. Il avait fugué, quelqu'un l'avait emmené, un accident était arrivé après mon départ. N'importe quoi, tant que ça me dispensait d'admettre la vérité la plus simple. Je l'avais laissé. Je pénétrais entre les arbres, les feuilles amortissaient mes pas, formant une pente douce menant vers un creux dans le sol. Au début, je pensais à un simple affaissement naturel, une trace laissée par le temps ou les intempéries. Mais la forme n'était pas bonne. C'était une dépression de la taille d'un enfant recroquevillé, intacte, récente. Quelque chose s'était allongé là. Peut-être s'y trouvait-il encore. Je m'accroupis, le cœur battant à me faire mal, et tendis la main au-dessus des feuilles. L'air était étrangement chaud. Puis, un murmure monta du sol, fragile, brisé, filtrant à travers la terre et les racines. « Tu m'as laissé ». Mes jambes faillirent céder. Ce n'était pas exactement la voix de Caleb. Elle semblait étirée, abîmée, comme passée par trop de bouches, trop d'années de solitude. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je me jetai en avant et commençai à gratter frénétiquement le sol à main nue, projetant feuilles et terre autour de moi. La saleté s'incrusta sous mes ongles. La sueur me coula dans les yeux. Mon crâne résonnait d'une seule certitude. Quoi que je découvre, je ne pourrai plus faire demi-tour. Mes doigts touchèrent quelque chose de lisse, du papier. Je tirai dessus d'un coup sec. Un dessin au crayon, sur une feuille propre, sans la moindre trace d'humidité. Le visage de Caleb me fixa. Mais quelque chose clochait. Les proportions étaient faussées. Les yeux trop grands, le sourire trop large, s'étirant au-delà de ce qu'un visage humain devrait permettre. La tête inclinée à un angle que personne ne tient naturellement. Il paraissait plus âgé, pas adulte, altéré. Sous le dessin, une phrase maladroitement écrite. « Je suis plus proche maintenant ». Quand je quittais la forêt, mes mains tremblaient violemment. Je les enfonçais dans mes poches, prétendant qu'il ne s'agissait que d'adrénaline, d'une crise de panique. Mais au fond, je savais que ce n'était pas si simple. Le sol sur lequel je m'étais tenu correspondait parfaitement à la réalité que j'avais niée pendant 20 ans. Il ne ressemblait en rien à la version adoucie que j'avais racontée à la police. La pente douce, le terrain sans danger. Cette vérité, rendue en crayon de couleur, me donna l'impression que le monde se dérobait sous mes pieds. Le chemin du retour jusqu'à l'école fut flou. Ma respiration accrochait à quelque chose d'invisible. Lorsque j'entrais dans la classe, tout semblait normal. Les élèves discutaient, tournaient des pages, déplaçaient leurs chaises. Normal. 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 Je me persuadais que la matinée n'avait été qu'un épisode, un dérapage de l'esprit. Puis, à l'avant de la classe, un élève murmura à son camarade. « Tu me ralentis toujours ». Mon cœur se serra. C'était ma phrase, celle que j'avais prononcée cette nuit-là. Avant que je puisse réagir, un autre ajouta au milieu d'une discussion anodine. « Je ne suis pas ta baby-sitter ». Puis, au fond de la salle, quelqu'un laissa tomber un crayon et marmonna. « Avance ». Ces mots n'étaient pas ceux de Caleb, c'étaient les miens. Les enfants répétaient des phrases que j'avais enterrées si profondément que je croyais les avoir effacées. La version soigneusement construite de mon passé se fissurait de toutes parts. Ce n'était pas une histoire de rêve, ce n'était pas une farce. Quelque chose suantait à travers mes souvenirs, arrachant la vérité avec lui. Une élève habituellement muette leva la main sans attendre que je l'interroge. Son regard était vide, comme si elle écoutait une voix que je ne pouvais entendre. Avec un calme artificiel, elle demanda « Tu te souviens de l'avoir poussé ?» Ma vision se troubla.
Mes genoux cédèrent presque. Elle cligna des yeux, soudain confuse, comme si elle ignorait totalement ce qu'elle venait de dire. À cet instant précis, je compris. Le problème, c'était moi. À partir de cet instant, je n'ai plus pu me mentir. Ce qui se passait ne venait pas de l'extérieur, la forêt ne me traquait pas. Elle m'ouvrait. Elle arrachait couche après couche le souvenir que j'avais scellé il y a 20 ans, m'obligeant à regarder ce que j'avais passé ma vie adulte à fuir. Le passé ne m'était pas arrivé, je l'avais créé. Et quelque chose là-bas refusait désormais que je continue à l'édulcorer. Je me jurai de ne plus retourner dans ces bois. Je me convainquis que j'allais poser un arrêt maladie, appeler le rectorat, disparaître quelques jours, n'importe quoi, tant que je ne nourrissais pas cette spirale qui dévorait lentement ma réalité. Mais le matin suivant, mon corps se leva avant même que mon esprit ne proteste. Je me retrouvais garé au bord de la forêt, comme si une force ancienne m'y avait guidé. Les arbres semblaient plus rapprochés que la veille, comme s'ils s'étaient refermés pendant la nuit. Dès que je quittais l'herbe pour pénétrer sous leur couvert, le son s'éteignit brutalement. Il ne restait qu'un bourdonnement sourd, une attente. Je trouvais facilement la dépression dans le sol. Dans mes souvenirs, elle paraissait minuscule. Aujourd'hui, elle était plus profonde, plus large, sculptée par des années de chagrin accumulés. Je m'accroupis, retenant mon souffle. Il n'y eut aucun murmure cette fois. À la place, une voix descendit des hauteurs, fragile, incertaine, tentant maladroitement d'imiter celle d'un enfant. Celle de Caleb. Mais quelque chose sonnait faux, la tonalité vacillait, le rythme glissait, l'émotion était placée au mauvais endroit, comme une imitation construite à partir d'indices, pas de vécu. Je levai les yeux. Les branches s'entremêlaient au-dessus de moi. Rien ne bougeait. Mais je sentais un regard, quelque chose m'étudiait, m'apprenait. Les souvenirs revinrent alors par fragments, chacun s'opposant violemment à la version que je m'étais racontée pendant des années. Je me revis pousser Caleb. Un geste sec, impatient. Pas pour le tuer, juste pour mettre fin à la dispute. Je m'accrochais à cette justification. Les frères se battent, les enfants tombent, ça arrive. Mais le fragment suivant brisa ce fragile refuge. Caleb trébucha sur le talus et heurta le sol avec une violence que j'avais toujours minimisée. L'air quitta brutalement ses poumons dans un souffle court, paniqué. Sa main agrippa les feuilles, cherchant un appui qui n'existait plus. Et là, l'idée que j'avais enfouie au plus profond de moi tenta de refaire surface. Il va se relever. Il se relève toujours. Tu n'as pas à gérer ça. Pars. Je m'étais convaincu qu'il se relèverait et me suivrait, comme tant d'autres fois. Mais cette nuit-là, je fis quelque chose d'irréversible. Je tournai le dos. Pas parce que je le détestais, mais parce que la colère avait étouffé tout le reste. Parce que m'éloigner me semblait plus facile que d'assumer ce que je venais de faire. Le souvenir ne me jugeait pas. Il se contentait de montrer la vérité. Et cette honnêteté me fit bien plus mal que n'importe quelle accusation. Je me sentis vidé, creusé, une absence que la forêt semblait prête à remplir. Mon souffle s'emballa, et cette vieille dissociation familière m'envahit, la même anesthésie émotionnelle que j'avais perfectionnée pendant 20 ans. Les feuilles frémirent, pas sous l'effet du vent. Des racines bougèrent lentement sous la terre, comme des muscles s'étirant après un long sommeil. La frontière entre ma mémoire et cet endroit devint dangereusement mince. Puis je le vis, un morceau de papier fixé à un tronc par une brindille taillée en pointe. Un autre dessin. Caleb était recroquevillé dans les feuilles, les genoux ramenés contre lui. Exactement comme je me souvenais maintenant l'avoir laissé après la chute. Mais derrière lui, émergeant à moitié du sol, un long bras pâle s'étendait vers son corps, l'enveloppant, le berçant. Je posai ma main contre l'arbre pour ne pas tomber. L'écorce était chaude.
Un sanglot m'arracha la poitrine, brute, incontrôlable, comme s'il avait attendu 20 ans pour sortir. Les arbres me renvoyèrent l'écho, et quand il s'éteignit, j'ai compris que ce n'était pas seulement de la compassion, c'était de l'apprentissage. Quelque chose mémorisait ma douleur, la préparait. Quand je rentrais chez moi, mes vêtements étaient maculés de terre et mes mains tremblaient toujours. J'attendais que le choc se transforme en déni, en engourdissement, les mécanismes habituels. Mais la vérité était trop présente. Je fermai la porte et m'y adossai, à bout de souffle. Mon esprit cherchait désespérément une issue, tentant de reconstruire les mêmes excuses usées. Je ne suis pas obligé d'y retourner. Les gens vivent avec des secrets. Je l'ai déjà fait. Mais les mots sonnaient creux, et la maison, étouffante de silence, semblait le savoir. Je fis les 100 pas, les bras serrés autour de moi. Puis je m'arrêtai net. 2 chemins s'offraient à moi. Le premier, je le connaissais par cœur, fuir, partir, enfermer à nouveau la vérité et laisser le temps faire son œuvre. Le second brûlait rien qu'à l'imaginer, revenir, affronter, assumer. Mon cœur cognait violemment quand un bruit rompit le silence. Un léger tapotement contre la porte arrière. 3 coups, une pause, puis un 4e. Le code de Caleb, celui qu'il utilisait quand il avait peur, quand il voulait que je vienne. Je sus que ce qui se trouvait de l'autre côté n'était réellement pas lui, mais le message était limpide. Choisi. Je glissais contre le mur, tremblant. « Je ne peux pas l'abandonner encore une fois », murmurai-je. Et en prononçant ces mots, quelque chose changea. Ma voix se brisa quand je le dis à voix haute. Le reconnaître rendait la chose irréversible. Je ne pouvais pas l'abandonner une seconde fois. J'essuyais mon visage d'un geste maladroit et me forçais à me relever. Mes jambes tremblaient, mais elles obéissaient. Comme si, après toutes ces années, une partie de moi avait enfin cessé de lutter contre la direction vers laquelle ma vie me poussait depuis le début. J'ouvris la porte arrière. L'air nocturne me frappa comme une expiration longtemps retenue. Il n'y avait rien sur le seuil, aucune silhouette, seulement la forêt, au loin, immobile, patiente. Je sortis. À mesure que j'approchais de la lisière, de pâles papillons de nuit descendirent des branches, tourbillonnant doucement autour de moi. Ils formaient un chemin lumineux, fragile, s'enfonçant entre les arbres, comme si quelqu'un avait décidé de m'indiquer la route. Entrer dans la forêt ne ressemblait plus à une intrusion. C'était un retour. La peur était toujours là, tapie sous ma peau, mais elle n'était plus ce qui me guidait. Un poids plus lourd prenait le dessus, la responsabilité. Et pour la première fois depuis 20 ans, je ne tentais pas de m'en débarrasser. Les arbres s'écartèrent légèrement à mon passage, des mouvements lents, calculés. Cette nuit-là, la forêt ne cachait rien, elle préparait quelque chose. Le talus apparut dans l'obscurité, baigné d'une lueur sans source apparente. Même sans cette lumière impossible, je l'aurais reconnu. Mon corps avait mémorisé cet endroit bien avant que mon esprit n'ose le faire. Le creux était là. La terre avait gardé l'empreinte d'un petit corps replié sur lui-même, une mémoire fossilisée dans le sol. Une voix monta de la dépression, douce, tremblante. « Tu te souviens maintenant ?» Le rythme était presque parfait, presque. Une imitation soigneuse d'un souvenir que j'avais refusé d'écouter trop longtemps. Mes jambes cédèrent et je tombai à genoux sans m'en rendre compte. Les mots sortirent de moi comme s'ils étaient arrachés à mes côtes, chacun éraflant un peu plus l'intérieur. « Je t'ai poussé », dis-je. J'étais en colère, je voulais être libre, je voulais ne plus être responsable, juste un instant. Ma main s'enfonça dans la terre, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher. Je t'ai entendu tomber, je t'ai entendu pleurer, et je suis parti quand même. Ma voix se brisa complètement. Je me suis convaincu que tu irais bien, parce que c'était plus facile que d'affronter ce que j'avais fait. Le silence se modifia. Les branches au-dessus de moi se détendirent. Les racines sous mes genoux se déplacèrent lentement, comme si le sol lui-même respirait enfin. Quelque chose attendait ces mots depuis longtemps.
un mouvement remua dans le creux. Les feuilles s'écartèrent. Une forme se redressa lentement. Petite, fragile. Les vêtements tentaient d'imiter ceux de Caleb, les cheveux aussi. L'inclinaison du menton me frappa en plein cœur. Mais ce n'était pas tout à fait juste. Les bras pendaient un peu trop bas, les articulations se mouvaient avec une fluidité dérangeante. Les yeux semblaient éclairés de l'intérieur, comme si une lumière étrangère circulait derrière une vitre trouble. Malgré tout, il ressemblait à Caleb, assez pour me détruire. « Caleb » murmurai-je. Le nom sortit couvert de poussière et de culpabilité. La chose inclina la tête. Ce geste exact, celui que je n'avais jamais réalisé avoir conservé en mémoire jusqu'à le voir reproduit à la perfection. « Je t'ai attendu », dit-elle doucement. Il n'y avait ni reproche ni colère dans cette voix, juste l'honnêteté simple d'un enfant laissé trop longtemps seul. Mes yeux brûlaient. Une partie de moi crut que c'était suffisant, que dire la vérité, revenir, ne pas fuir cette fois, avait mérité quelque chose, peut-être même le pardon. Je tendis une main tremblante. La chose la saisit. Sa peau était chaude, humaine. Ses doigts se refermèrent sur les miens avec précaution. Et elle sourit, le sourire exact de Caleb, celui que je connaissais par cœur. Un soupir de soulagement m'échappa. Peut-être que j'étais enfin pardonné. Peut-être. La forêt tomba dans un silence brutal. Pas un silence paisible, un silence de prédateur, celui qui s'installe quand la chasse est terminée. La créature ne lâcha pas ma main. Son sourire s'élargit à peine, juste assez pour devenir faux. « Tu te souviens maintenant ?» répéta-t-elle. Mais la voix se fissura, d'autres tonalités s'y glissèrent, plus anciennes, plus profondes. Elle se pencha vers moi. Je sentis son souffle contre ma joue. « Il a crié pour toi », murmura-t-elle. Sa douleur était délicieuse. Mon estomac se retourna. Je reculai brusquement, arrachant ma main. La chose avança, et à chaque mouvement, l'illusion se délitait un peu plus. Ses bras s'allongèrent comme de la cire fondue, ses articulations se retournèrent brièvement avant de reprendre place. La lumière dans ses yeux s'intensifia. Une fente apparut au centre de son visage. Pas une bouche. Une ouverture verticale, nette, humide. De là surgit un appendice long et mince, pulsant lentement. Une trompe, élégante et répugnante à la fois. Elle goûta l'air, cherchant sous ma peau. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je courus. Je courus sans réfléchir, m'enfonçant dans les broussailles, les branches me lacérant le visage et les bras. Mais la forêt se déforma autour de moi. Les troncs semblaient se pencher. Les racines surgirent du sol, guidant la chose derrière moi avec une précision terrifiante. Elle me rattrapa en un instant. Son poids me projeta violemment au sol. L'air quitta mes poumons dans un choc brutal. Des doigts s'enroulèrent autour de mes poignets, les tirant dans mon dos, tandis que des genoux s'enfonçaient dans mes côtes, m'écrasant contre la terre froide. Je sentis son souffle trembler près de mon cou. « Laisse-moi boire tout ce qu'il a laissé en toi », murmura-t-elle. La trompe s'enfonça dans mon avant-bras. La douleur fut blanche, fulgurante, mais ce n'était rien comparé à ce qui suivit. Quelque chose fut arraché de l'intérieur de moi, aspiré, drainé. Ce n'était pas seulement mon sang, c'étaient mes souvenirs. La première vague me ramena à cette nuit-là. Le cri de Caleb résonna dans mon crâne. Puis vint la culpabilité accumulée sur 20 ans, étirée, diluée, siphonnée jusqu'à devenir presque méconnaissable. Ensuite, ce fut pire. Ma perception de moi-même se déchira. Mon identité se mit à s'effilocher, fil après fil. Je sentis mes forces m'abandonner. Mes doigts grattaient la terre sans but. Au-dessus de moi, la créature frissonnait, parcourue de spasmes de plaisir. Elle se nourrissait de quelque chose de bien plus ancien que la peur. Puis,
À travers le voile noir qui envahissait ma vision, je perçus un mouvement. De petits bras s'enroulèrent autour du torse de la créature. Une force désespérée tira en arrière. Un cri strident, impossible, déchira la nuit. La trompe se tendit douloureusement avant d'être arrachée de mon bras dans une gerbe de sang. Une douleur atroce me traversa, mais je roulai sur le côté, libre. À travers mes larmes, je vis une silhouette d'enfant retenir la chose. Je ne distinguais pas son visage. Je n'en avais pas besoin. Ses cheveux, je les reconnus immédiatement. Une voix, faible mais ferme, monta entre deux halètements. « Va-t'en !» Je me relevai en titubant et je courus. Derrière moi, deux voix s'entremêlaient. L'une monstrueuse, hurlant mon nom avec rage, l'autre plus petite, tendue, répétant encore et encore de partir. Je ne me retournai pas. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à chez moi. Je me rappelle seulement avoir franchi la porte arrière et m'être effondré sur le sol de la cuisine. Mon bras me faisait souffrir, mais la douleur physique n'était rien comparée au vide qui s'installait dans ma poitrine. Quelque chose manquait. Des souvenirs flous, des émotions absentes, comme des dents arrachées à mon esprit. J'essayais de me souvenir précisément de ce que la créature avait dit, de ce à quoi elle ressemblait, mais chaque tentative se dissolvait dans une brume épaisse. Les détails les plus tranchants avaient été volés. Une seule certitude demeurait. Quelque chose s'était nourri de Caleb, de sa peur, de son abandon, de la solitude que je lui avais imposée. Je me recroquevillais sur moi-même, tremblant. « Je suis désolé », murmurai-je. Les mots sortirent en cascade, brisés, répétés encore et encore. Ce n'était pas pour la créature, ni pour la forêt, c'était pour le garçon que j'avais laissé seul dans le noir. Je restai ainsi longtemps. Puis une pensée s'imposa, douloureuse et lumineuse à la fois. Ses bras, ceux qui avaient retenu la chose. S'il s'agissait de Caleb, ou même d'un fragment de lui, d'un reste que la forêt n'avait pas entièrement dévoré, alors il avait fait ce que je n'avais jamais fait. Il était revenu. Il s'était battu pour moi. Il m'avait sauvé. Cette idée ne me libéra pas de ma culpabilité, elle la rendit plus claire, plus lourde. Mais enfouie sous cette douleur, une possibilité fragile se dessina, le pardon. Je ne savais pas s'il m'était accordé, je ne savais pas s'il m'était permis, mais je savais une chose, je n'étais plus complètement seul. Alors que le soir tombait, un bruit doux se fit entendre, très loin, au-delà de mon jardin. Un léger tapotement. 3 coups. Une pause. Puis un dernier. Le signal de Caleb. Je retins mon souffle, les yeux fermés. Je ne sus jamais si cela signifiait adieu ou pardon, mais pour la première fois depuis 20 ans, je choisis de l'entendre.